Bonjour Aurélien Taché, vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise, vous appartenez à l'aile gauche de la majorité. La Syrie d'abord, 800 environ proches de djihadistes se sont évadés à la faveur de l'offensive turque. Il aurait fallu rapatrier les djihadistes français plus tôt en France. Eh bien, on voit bien qu'en tout cas, ces dernières semaines, la situation sur place a évolué et ne permet plus de garantir que, notamment, les femmes, les enfants qui sont, qui sont sur place, puis que leur vie puisse être garantie, que finalement, ils puissent avoir un procès qui soit un minimum éthique et transparent, et que même au-delà de ça, on a des appels de la part de l'État islamique à aller libérer ces femmes et ces enfants pour ensuite leur faire grossir les rangs des djihadistes de l'État islamique. Donc oui, la question se pose légitimement. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian l'avait posée ces dernières semaines. Donc il aurait fallu agir plus tôt. En tout cas, je pense que ça aurait pu éviter cela, et que maintenant, nous sommes vraiment contraints de les faire revenir. Il vaut mieux qu'ils soient dans des prisons françaises et sous surveillance française que dans les rangs de l'État islamique demain. Y compris avec les dangers que ça représente ici, car on sait que les djihadistes en prison sont des bombardements aussi. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour de cela, et ça doit nous interroger comment on traite ces djihadistes une fois en France, mais l'important est que la justice se fasse, l'important est qu'ils soient jugés, et l'important est que, bien sûr, ils ne deviennent pas une menace encore plus importante pour la sécurité des Français en rejoignant les troupes de l'État islamique, par exemple, et l'instabilité très forte maintenant dans la région suite à l'offensive turque peut laisser craindre le pire. Autre domaine aussi, celui de la lutte contre le terrorisme ici. Le discours d'Emmanuel Macron qui a parlé de l'hydre islamiste, qui en appelle à une société de vigilance. Ça vous convient comme discours ? On voit qu'on mobilise encore une fois les Français autour de grands enjeux, et la lutte contre le terrorisme en est un. Je trouve évidemment que c'est une bonne chose. La simple nuance que j'apporterais, ou le complément, c'est que nous sommes dans un domaine où si l'on n'y prend pas garde, si l'on ne dit pas très clairement que évidemment cette vigilance elle s'applique, nous serons tous vigilants, et avec nos concitoyens musulmans. Emmanuel Macron a parlé de faire bloc. Il faut que nous fassions bloc ensemble face au terrorisme, car il frappe tout le monde, et il ne faut surtout pas qu'on commence à distinguer simplement en fonction des confessions. On voit bien qu'il y a eu cela avec Julien Audoul, par exemple, cet élu RN. Vous parlez de ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, avec cet élu RN, Julien Audoul, qui a exigé qu'une femme qui était venue voilée, qui accompagnait des enfants, retire son voile. Ça fait la polémique, effectivement. Voilà ce qui peut être détourné ou dévoyé par certains élus nationalistes, par certains dans notre société qui veulent la division, et ça, il faut donc évidemment y prendre garde. On a eu un hashtag aussi sur Twitter, signale un musulman. Tout cela est évidemment odieux et ne correspond absolument pas à ce qu'Emmanuel Macron a voulu dire. L'une de vos collègues, Aurore Berger, a dit « Interdire le voile dans une enceinte telle qu'un conseil régional, j'y suis favorable ». C'est son choix et sa conviction, je la respecte. Ce n'est pas la mienne, encore une fois. Un conseil régional, c'est une collectivité locale, c'est une institution ouverte. Il n'y a aucune raison qu'une femme adulte qui décide de porter un voile dans sa vie de tous les jours soit contrainte de le retirer en entrant dans un conseil régional. Je ne vois absolument pas la justification à cela, ni sur le plan de la laïcité, ni sur le plan du droit. Vous êtes souvent taxé d'être un peu naïf avec votre concept de laïcité apaisée, votre soutien à l'UNEF, à la responsable de l'UNEF voilée, au hijab dit sportif. Vous continuez à prôner cette laïcité apaisée. Alors, moi, je n'ai pas à coller ce qualificatif, mais en tout cas, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on continue de penser la laïcité d'abord comme une liberté. Et c'est pas uniquement... oui, je défends les libertés, la liberté de conscience en est une, mais y compris pour ce que ça veut dire en termes de cohésion de la société, car je ne crois absolument pas qu'on luttera efficacement contre l'islam politique ou l'islam radical, ou même contre les phénomènes de communautarisme qui peuvent aussi nourrir cet islam radical, en étant dans une défiance vis-à-vis de la laïcité. Emmanuel Macron l'a très bien rappelé l'autre jour, la lutte contre le communautarisme, ça ne doit pas être confondu avec la laïcité. On ne peut pas prendre prétexte de la laïcité pour empêcher quelqu'un d'exprimer sa foi, porter un voile par exemple. En revanche, il faut être intraitable avec ceux qui, effectivement, contraignent les femmes de porter le voile, peuvent dans certains quartiers français essayer d'imposer une autre loi que celle de la République, mais ce n'est pas en nourrissant le discours qu'ils peuvent essayer de proposer à nos concitoyens musulmans en leur disant « Regardez, l'islam est rejeté en France », qu'on sera efficace contre eux. Au contraire, si on veut faire reculer ces gens-là, il faut respecter la liberté et la laïcité de chacun. Mais certains disent que c'est une manifestation de l'islam politique. Eh bien, ça peut l'être.
Mais comme ça ne peut ne pas l'être. Je pense qu'il y a autant de raisons de porter le voile que de femmes qui le portent. Donc on a souvent une expression simplement religieuse, on a parfois une habitude culturelle, on a parfois des jeunes filles qui sont dans un moment de l'adolescence pour s'affirmer ou autre. Et puis on a parfois effectivement des gens qui sont dans un militantisme politique. Mais le militantisme politique, on peut avoir des gens extrêmement radicaux qui n'ont pas de signe de religieux, qui n'ont pas de signe ostensible sur eux. On ne peut pas faire la police de la pensée comme cela. On doit simplement s'en tenir aux faits. Est-ce que les gens sont dans une logique de défiance de la République? Est-ce qu'ils respectent les lois ou non? Si oui, il faut les sanctionner, il faut être intraitable. Sinon, on doit respecter leur foi. Sur le sujet de l'immigration, il y a eu un débat la semaine dernière, c'était il y a une semaine à l'Assemblée. Sur tous ces sujets, Emmanuel Macron s'est chevènementisé. Il y a en tout cas, de la part du président de la République, la volonté de mettre les sujets régaliens au cœur de cet acte 2 du quinquennat. Il l'avait indiqué dès la rentrée, là, quand il avait pu s'exprimer devant les parlementaires, de manière informelle, chez Marc Fesneau. Donc oui, effectivement, il y a la volonté pour le chef de l'État d'aller plus loin, plus fort dans son action sur un certain nombre de sujets liés à la sécurité, liés à l'immigration et d'autres. Si la référence à Jean-Pierre Chevènement permet d'illustrer cela, je la comprends. Mais après, c'est au chef de l'État lui-même qui l'appartient. Que doit-il se passer maintenant, après ce grand débat? De le revendiquer. Eh bien, des décisions doivent être prises. Moi, je le crois profondément. On a eu quelques pistes qui se sont esquissées pour avoir, par exemple, une politique migratoire qui est plus liée à la politique d'aide au développement de la France. Le Premier ministre a indiqué que ce serait intéressant de réfléchir dans ce sens-là, et je suis d'accord avec lui, évidemment. On a aussi des choses qui sont lancées sur le plan de l'harmonisation européenne dans l'accueil des étrangers. Moi, on doit aller plus loin, plus fort là-dessus, oui, sur l'asile, sur la politique de l'asile. Oui, beaucoup plus, avec des règles communes plus fortes, et on doit aussi harmoniser nos législations, alors certes en matière de droits sociaux ou d'accès à la santé. Parfois, la France peut avoir des choses qui sont plus ouvertes que nos voisins là-dessus, mais on doit aussi le faire sur l'autorisation de travailler ou l'immigration économique, où là, la France est beaucoup plus contraignante et beaucoup plus restrictive. Donc il faudrait avoir une politique migratoire européenne qui soit harmonisée et standardisée. Des mesures, des propositions doivent être vite sur la table après ce débat? Oui. Moi, j'en ai formulé quelques-unes. Par exemple, sur l'intégration par le travail. Pourquoi gardons-nous ce système extrêmement compliqué avec la liste des métiers en tension, avec finalement ces taxes très importantes pour l'employeur? On pourrait avoir un système beaucoup plus simple où finalement une offre d'emploi qui n'est pas pourvue après quelques semaines est ouverte à tous. Vous êtes favorable, y compris aux étrangers présents sur le sol français et sans forcément avoir des papiers? On peut discuter de cela, mais effectivement, ce serait aussi une manière de régulariser un certain nombre de personnes si ces personnes sont prêtes à occuper un emploi sur lequel nous avons un besoin. Ça se fait dans notre pays, peut-être qu'il faudrait le normaliser. Vous êtes député du Val d'Oise, il y a eu 2 agressions d'enseignants dans les tout derniers jours. L'un agressé parce qu'il avait demandé à un élève de retirer sa casquette, un professeur de sport. L'autre parce qu'il demandait à un élève d'arrêter d'utiliser son portable. Sur ce sujet, quelle est la réponse? On voit effectivement dans le département du Val d'Oise, et c'est assez inquiétant, une montée de la violence forte. Il y a eu un certain nombre d'actes ces derniers jours ou semaines qui le démontrent, et en particulier à l'école. Donc nous devons être en soutien à nos professeurs de manière extrêmement forte. Il y a aujourd'hui une tension, beaucoup d'entre eux sont même prêts à Mais ça veut dire quoi, être au soutien de nos professeurs? Eh bien, ils réclament déjà une revalorisation de leurs conditions de travail, ils réclament d'être entendus sur un certain nombre de points qu'ils peuvent avoir à faire valoir. Et puis si dans certains établissements il y a un sujet de sécurité, il faut pouvoir ponctuellement assurer leur sécurité, peut-être en mobilisant des policiers. Y compris la police autour des établissements, comme le souligne Jean-Michel Blanquer. Oui, moi je pense que là-dessus, évidemment que... Vous n'êtes pas hostile à cette... Non, la place de la police n'est pas d'être à demeure dans l'école, mais quand il y a des moments où on a besoin de faire intervenir la police pour aider les professeurs à assurer leur sécurité, il ne faut pas hésiter un instant. Merci Aurélien Taché. Merci.